Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette explication sur la tentative de rachat de la 21st Century Fox par Disney. Et bien sûr, il y a des enjeux de super-héros là-dessous, mais aussi bien plus que ça, comme vous allez le voir. Les toutes dernières nouvelles à ce sujet sur les grandes manœuvres financières qui opposent Disney et Comcast pour s'approprier la 21st Century Fox datent de mercredi 27 juin et ça s'annonce plutôt bien pour Disney, il faut le dire, même si ce n'est pas encore définitivement gagné. Ça fait un bon moment qu'on parle du rachat de Fox par Disney et il faut dire que les enjeux sont énormes pour la souris la plus puissante du monde. Pour nous, fans de super-héros, la partie émergée de l'iceberg, ce sont bien sûr les X-Men et personnages associés comme le Surfeur d'Argent ou encore Galactus, et même Deadpool, sans oublier les 4 Fantastiques, qui auraient grand besoin à mon avis d'un regain de qualité. Mais rassurez-vous, je reviendrai plus loin dans la vidéo sur le potentiel créatif autour de ces personnages et les projets de Marvel au cinéma pour les années à venir. Du coup, si vous êtes attentif, vous me demanderez mais à quoi correspond la partie immergée de l'iceberg ? Eh bien oui, cet enjeu va bien plus loin que Marvel pour Disney, même s'il faut reconnaître que ces films sont particulièrement rentables. En effet, le véritable objectif de Disney, c'est le lancement déjà annoncé de sa plateforme de streaming qui doit venir concurrencer les offres de Netflix et Amazon, sans oublier ce que préparent potentiellement d'autres géants tels qu'Apple, Google ou Facebook. On le sait, pour lancer avec succès une telle plateforme, il y a plusieurs éléments clés, et le premier d'entre eux, c'est la qualité technique et ergonomique du service. De ce côté-là, Disney peut s'appuyer sur l'entreprise BAMTech. En effet, Mickey en détient 75%, et ils assurent notamment le streaming de HBO ou encore de la Ligue de baseball US. Le deuxième ingrédient de la recette magique du streaming parfait, c'est évidemment la quantité et la qualité du contenu proposé, et le troisième ingrédient n'est secret pour personne, il s'agit du prix. Évidemment, pour Disney, Fox correspond au deuxième ingrédient, et oui, c'est totalement stratégique en termes de contenu, et parfois quand on regarde un petit détail sur une image, on en perd la vision globale. Et c'est typiquement le cas quand on ne regarde que les super-héros de Fox. Outre les X-Men et compagnie, la Fox c'est par exemple des franchises comme Alien, Predator, Avatar, La Planète des Singes, L'Âge de Glace, Dr. Dolittle ou encore les Die Hard. À cela, il faut ajouter des séries animées comme les Simpsons, American Dad ou encore Family Guy. Et surtout ne pas oublier les séries telles que Legion, The Americans, ainsi que le catalogue plus ancien qui comporte par exemple 24, Buffy, Hill Street Blues ou encore The Shield. La même chose vaut pour les films puisque la Fox a un énorme catalogue plus ancien qui comporte de grands classiques associés à celui de Disney. Cela donnerait une offre de streaming à fort potentiel d'attraction. Du coup, en toute logique, d'ici 2019, il ne devrait presque plus y avoir de contenu Disney disponible sur Netflix, à l'exception sans doute des séries Marvel Netflix telles que Daredevil, The Punisher et autres. Enfin, obtenir Fox, c'est aussi mettre la main sur ses parts dans Hulu, Star India et Sky, soit un véritable tremplin pour le développement international, notamment en Inde ainsi qu'au Royaume-Uni. Ce qu'on sait sur cette plateforme de streaming Disney, c'est que son arrivée est annoncée pour fin 2019 aux US, sans qu'on ait encore de date malheureusement pour la France. Et forcément, ce lancement s'accompagnera de l'annonce de programmes originaux qui seront développés pour la plateforme. Et oui, c'est une stratégie qui a déjà prouvé son succès avec Netflix. Pour ne citer qu'un seul exemple, pensez à Stranger Things. Bon, maintenant que vous avez bien en tête les enjeux de tout ça, je vais revenir sur l'actualité la plus fraîche dans le combat que se livrent Disney et Comcast à coups de dizaines de milliards de dollars pour mettre la main sur Fox. Je sais que cette partie financière et réglementaire de l'explication peut paraître un poil rébarbative, mais elle est indispensable pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. La première offre pour obtenir Fox fut celle de Disney le 14 décembre 2017, avec 52,4 milliards de dollars en actions. Néanmoins, Comcast s'est révélé très intéressé par Fox, et suite à la validation par la justice américaine du rachat de Time Warner par AT&T, Comcast a validé le 13 juin une offre à 65 milliards de dollars. Pour rappel, si vous vous posez la question, Comcast c'est tout simplement le premier câblo opérateur américain et ils ont aussi racheté NBC Universal. Et le 20 juin dernier, Disney a annoncé une contre-proposition qui s'élève à 71,3 milliards de dollars répartis à part égale entre du cash et des actions. Et à cela, il faut encore ajouter la reprise d'une partie de la dette de Fox, un montant de 13,8 milliards de dollars pour un ensemble total de dépenses pour Disney
qui serait donc de 85,1 milliards de dollars. Et la grande nouvelle du 27 juin, c'est que l'autorité antitrust américaine a validé cette offre à condition que Disney revende les 22 chaînes régionales de sport appartenant à Fox. Alors oui, c'est vrai, Comcast peut encore réagir à cette contre-proposition en offrant encore plus, je vais y revenir dans un instant, mais c'est toutefois une étape super importante pour Disney et aussi pour les actionnaires de Fox. Et oui, c'est plutôt rassurant d'avoir cette validation des autorités américaines qui ne serait pas forcément donnée de la même façon à Comcast. On peut dire, sans exagérer, qu'il s'agit là d'une grande bataille qui a été remportée par Disney, mais la guerre n'est pas encore terminée. Et oui, d'après les dernières nouvelles, Comcast continue d'explorer ses options et envisage par exemple de faire appel à des fonds d'investisseurs privés ou encore même de s'allier à un partenaire stratégique. En effet, il faut savoir que Comcast est surtout intéressé par les chaînes internationales de Fox et pourrait laisser le catalogue culturel à un partenaire. En résumé, même si l'affaire n'est pas encore dans la poche, on peut dire que ça commence à sentir très bon pour Disney, et puis on peut supposer qu'au pire des cas, l'oncle Picsou doit encore avoir de sacrées réserves de côté. Outre le service de streaming que j'évoquais précédemment, je vous propose maintenant de revenir sur un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, je le sais, celui des super-héros. En ajoutant le catalogue Fox à ce qui appartient déjà à Disney, ce sont presque tous les héros Marvel qui seraient enfin réunis, et oui, je dis enfin car dans l'ensemble, je pense que ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et si je dis presque, c'est parce que l'univers de Spider-Man reste la propriété de Sony, avec notamment Venom, qui arrivera en France le 10 octobre. Et même si l'accord qui a été passé entre Sony et Marvel permet à ces derniers d'utiliser Spider-Man, il reste donc des personnages et notamment des tas de méchants liés à Sony. Et je tiens maintenant à revenir sur ma vision plutôt positive de cette nouvelle, d'autant plus que je sais que certains d'entre vous ne partagent pas forcément cet enthousiasme. Je reconnais évidemment que certains des films X-Men ont une saveur particulière et qu'ils ont carrément relancé le genre super-héroïque bien avant Iron Man. X-Men First Class était également à mes yeux une grande réussite. On a aussi le cas de Logan, un film très réussi qui a su donner toute liberté créative aux scénaristes et réalisateurs pour en faire un film unique. Toutefois, les X-Men ce sont aussi des films carrément mauvais comme le numéro 3 ou tout juste moyen comme Apocalypse. Et pour aller au fond de ma pensée, puisque je suis sûr qu'il reste encore pas mal de sceptiques, je pense que cette arrivée des X-Men serait une belle opportunité de réinvention. Il faut dire que j'ai tendance à accorder ma pleine confiance à Kevin Feige après ce qu'il a réussi à accomplir au cours des 10 dernières années, et je pense qu'il serait parfait pour réussir à orchestrer la réinsertion, on va utiliser ce mot, des X-Men dans le MCU sans encombre, sans causer de dommages aussi bien aux Avengers qu'aux mutants. En termes scénaristiques, l'idée la plus évidente serait d'introduire la notion d'univers parallèle susceptible de se croiser dans des occasions particulières pour permettre des crossovers entre Avengers et X-Men. Pour ce qui est de Deadpool, il me semble évident ou presque que cette franchise conserverait sa singularité. Il serait totalement stupide, de mon point de vue, d'introduire Deadpool dans le même monde que les autres super-héros Marvel, puisque les aventures premier degré ne peuvent pas cohabiter à l'écran avec un personnage défini par sa façon de briser le quatrième mur. Enfin, je dois bien avouer que ce qui me semble personnellement le plus prometteur dans tout ça, eh bien c'est l'arrivée des 4 Fantastiques et de tout ce qui va avec, comme le Surfeur d'Argent ou encore Galactus. Il faut se souvenir de l'importance énorme des 4 Fantastiques dans l'histoire des comics Marvel et du potentiel de ces personnages s'ils étaient pour une fois correctement adaptés à l'écran. D'ailleurs, on sait déjà que Lawrence Fishburne serait chaud patate pour prêter sa voix à Galactus, ou même éventuellement à le jouer en motion capture, comme Josh Brolin a pu le faire pour Thanos. Et on sait bien, ça a été annoncé que le MCU va prendre une tournure de plus en plus cosmique au global, même s'il y aura toujours des cas particuliers beaucoup plus terre à terre, comme par exemple le film qui est envisagé pour Black Widow. En effet, l'un des groupes qui a déjà été annoncé par Kevin Feige en personne pour la phase 4 du MCU n'est autre que celui des Éternels. J'aurai sans doute l'occasion d'y consacrer une vidéo, mais le potentiel est énorme entre les mythes et légendes de la Terre qui trouveraient une partie de leurs origines dans les actions des Éternels et les enjeux galactiques dans lesquels ces personnages sont engagés, il y a de quoi faire. Comme vous le savez sans doute déjà, puisque j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet, personnellement je ne suis pas du tout atteint par la fameuse overdose de films de super-héros qu'on nous sert à tout bout de champ. Oui, de mon point de vue, si une offre variée continue à exister par ailleurs, je ne vois pas où est le problème, surtout si on continue sur un cycle de qualité comme on a pu en connaître avec Black Panther ou encore Infinity War. J'ai envie quand même de placer un dernier mot au sujet de ce rachat potentiel de Fox par Disney pour parler du côté humain. Et oui, c'est toujours des situations un petit peu délicates pour les salariés des entreprises concernées, en l'occurrence de la Fox, et j'espère qu'ils seront vite fixés sur leur sort et qu'il n'y aura pas trop de casse sociale de ce côté-là. Concernant ce que j'envisage pour les prochaines vidéos, sachez que je reviendrai très certainement sur cette théorie foireuse qui commence à bien m'agacer concernant un lien entre Loki et Bruce Banner. Vous avez peut-être vu ça traîner sur internet. Et puis aussi, je ferai sans doute la même chose pour Game of Thrones avec des théories un peu farfelues qui courent sur Littlefinger. Bon,
Là, on redevient un petit peu sérieux, c'est Captain America qui vous le demande. D'ailleurs, merci Ahmed pour le t-shirt, il est vraiment super, j'espère que je le porte bien. Il est temps pour vous de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas, de laisser un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et d'activer les notifications, vous savez, la petite cloche, pour ne pas rater mes prochaines vidéos, puisque j'en sors quand même environ 3 par semaine, et oui, c'est du boulot. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!